Bonjour chère auditrice, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Mais pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Audrey, Hello, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour mon pas de côté. merci. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Merci. Dans un premier temps, est-ce que tu serais d'accord de te présenter? Je m'appelle Audrey Poux, j'ai 45 ans. Je suis ce qu'on appelle une créatrice de contenu, c'est-à-dire que je prépare du contenu pour les marques, audio, visuel, rédactionnel. Voilà. Et j'ai aussi une marque que j'ai lancée il y a 6 mois qui s'appelle La Pampa. Ça a l'air de t'animer énormément cette marque. Oui, c'est surtout que je pensais pas que c'était aussi prenant. Parce qu'en fait, comme je fais ça toute seule, j'ai découvert qu'il fallait être vraiment couteau suisse et quand tu es seule, tu fais la com, le marketing, le SAV, la distribution, le commercial, les paquets, tu fais tout. En plus, évidemment, des créations, cela va sans dire. Et comment tu arrives à gérer ça dans ton planning? Parce que j'imagine que c'est assez prenant. J'avais pris une stagiaire, l'été dernier pour faire la saison avec moi et j'ai trouvé ça génial de bosser avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que je suis plutôt assez seule dans mon travail. Enfin, je rencontre plein de gens, mais ce que je fais, je le fais seule. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial de partager avec quelqu'un, les joies, parfois les peines, les déceptions et tout. J'ai hâte de reprendre une stagiaire l'été prochain pour la prochaine collection. Mais c'est vrai, j'ai trouvé que quand on a quelqu'un de chouette à côté de soi, c'est quand même plus sympa. Bien sûr. Et cette marque, c'est quoi? Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr, cette marque, c'est le prolongement de ce que je vivais déjà, parce que c'est donc La Pampa, c'est le nom de ma maison à Ramatuelle dans le Var. Et D'accord. en fait, c'est une maison que j'ai achetée avec mon mari qui date de 1957, donc qui est vraiment, dans un jus, lointain et assez vintage, qu'on a gardé comme tel. Et nous, c'est vraiment le côté de Saint-Tropez qu'on aime. Donc c'est à Ramatuelle, mais Ramatuelle et Saint-Tropez sont quand même assez collés, même si Ouais. c'est 2 ambiances très différentes. Et C'est comment à Ramatuelle? c'est beaucoup plus low-key, c'est beaucoup plus le village, c'est pas bling, c'est pas show off, Mhm. il y a des petits artisans, il y a le petit café du village, il y a l'église où on s'est marié, il y a le fleuriste, Mhm. c'est beaucoup plus, provincial. Ok. Et ça Et correspond à ça quelle co valeur chez toi, ça? et déjà, moi, je suis une provinciale, j'ai grandi à la campagne et Dans comme quel coin? j'ai grandi dans l'Oise. Ok. Et comme on a toujours habité dans les grandes villes avec mon mari, c'est un retranchement, hyper, agréable pour nous d'aller, toutes les vacances scolaires là-bas, d'avoir notre Génial. jardin, d'avoir cette vie, avec les gens du coin. C'est hyper gai, c'est hyper vivant et c'est pas du tout le Saint-Tropez qu'on peut imaginer, quand on regarde Enquête exclusive. Mais oui, j'imagine. Et C'est alors, donc c'est ta marque, c'est la continuité de cette maison, exactement. de tes racines un peu aussi? J'ai décidé d'y faire mes racines. C'est vrai que j'allais petite, pas mal là-bas avec mes parents Mmh. et mon mari aussi, ses parents avaient une maison. Donc on s'est mariés là-bas, j'ai découvert que j'étais enceinte là-bas. C'est un endroit qui est assez important pour nous Ouais. et du coup, on y a planté nos racines dans cette maison des années 50 qui représente moi, je suis assez fan du vintage en règle générale. Donc des films, des vêtements, des voitures, j'adore cette période. Et du coup, Mmh. cette maison, c'était l'incarnation de tout ce qu'on aimait.
Et je dis «on» parce que même si mon mec fait pas partie, de l'aventure, il fait partie de mon aventure personnelle et comme tout ça s'entremêle, Bien bah, voilà, sûr. il y a du «on» un peu quelque part. Et cette marque vend quoi? Et cette marque fait du prêt-à-porter de vacances, donc j'ai décidé de faire D'accord, que de l'été et donc c'est une ode aux vacances, à la Riviera, de ces années-là, en fait, où c'était d'accord. plutôt assez, chill et insouciant et voilà, mais c'est revu, par, mon prisme, donc d'aujourd'hui. Donc c'est pas littéral, c'est-à-dire qu'on est sur des années 60 comme moi j'aime les imaginer, mais c'est pas littéral. OK, c'est ta construction à toi. Exactement. Et alors tu disais que tu étais aussi créatrice de contenu. Alors c'est pas forcément clair pour tout le monde. Ouais. Comment Ah, c'est tu pas clair pour moi décrirais non. ce En fait, c'est pas clair parce qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était un marronnier sous lesquels on classait, toute une catégorie de gens. ouais, Moi, j'étais journaliste et OK, j'ai toujours été en freelance et en fait, la presse a commencé à pas mal souffrir au moment où moi, je commençais à pas mal réussir mmh. et C'était quelle période ça? bon, dans les années, 2010, au début OK, des années 2010, ça commençait à être compliqué et généralement, quand c'est compliqué, les gens qu'on fait sauter en premier sont les gens de l'extérieur, les bien freelances. sûr. Donc Mmh. j'ai commencé à avoir de moins en moins de boulot, de commandes et je sentais que c'était pas non plus le secteur de l'avenir. Mmh. Donc j'ai commencé, d'abord par opportunisme et après, à aimer ça, à faire du contenu pour des marques, donc ce que je savais faire, du contenu rédactionnel, où j'ai accompagné des marques dans leur storytelling et dans leurs besoins rédactionnels. Donc ça va d'une newsletter à un dossier de presse ou tout l'agencement du site internet. D'accord. Donc je travaille avec des web designers qui, eux, vont faire l'arborescence et la structure et moi, je remplis les trous. Donc je vais bosser, main dans la main avec des marques pour les aider à construire leur image, leur ton, leur wording, ce qui fait en fait qu'ils sont instantanément reconnaissables par le ton, les mots, les claims, et tout ce genre de choses. Ça, c'était super, sauf que l'IA est arrivée, donc c'est assez récent Mmh. et ça commençait, à être, un peu plus quoi? Un peu plus difficile, Encore une fois. encore une fois. Et donc, parallèlement à ce contenu rédactionnel, j'avais commencé à scripter des petites vidéos pour des marques qui, pour le coup, ont besoin de plus en plus d'alimenter leurs réseaux sociaux, leur site internet, et cetera, par du contenu qui est de plus en plus périssable. Mmh. Donc, c'est un peu une course effrénée où les gens ont besoin de contenu, mais en même temps, le contenu ne dure pas dans le temps. Ouais. Donc, voilà, ils ont toujours besoin de contenu. Donc moi, je leur scripte des petites vidéos de généralement 1 minute ou moins, sur lesquelles je vais dérouler une idée créative et donc ça ressemble un peu plus à la publicité telle qu'on l'a connue Mmh. qu'au journalisme. Parce qu'en fait, ça va être comme dans un spot publicitaire, de l'époque, hein, pour les boomers qui nous écoutent. Heu, on va développer une idée, avec un message précis. Et il faut que ça aille vite et que ça soit très percutant, qu'on s'en souvienne, que ça soit partagé. Alors après, moi, j'ai un credo, un peu plus, enfin, j'essaye de me différencier parce que sinon, on est beaucoup sur ce marché-là. J'essaye de faire des vidéos qui sont pas, 1er degré, donc avec un peu de décalage, d'humour, de dérision, et cetera. Ça parle un peu de qui tu es, ça? Ça part de qui je suis. Oui, bah, je me prends pas beaucoup au sérieux. C'est difficile pour moi. Enfin, c'est pas que c'est difficile, c'est impossible de faire un contenu, 1er degré. C'est dans ces cas-là, Ouais. on fait pas appel à moi. Je peux pas être juste prise en photo, en vantant les mérites d'un sac à main ou d'une crème. C'est pas plausible. Tu sais pas faire. Non, je sais pas faire et je me trouve ridicule quand j'essaie de le faire. Donc je OK. sais non plus, c'est Non, ça sert à rien. faut pas aller OK. contre sa nature et puis d'autres le font très bien surtout. Bah oui, c'est ça. C'est ça Et toi aussi. alors le second degré, c'est ton truc à toi?
C'est mon truc à moi, bah, oui. J'espère que c'est perçu comme ça. Moi, j'ai de l'humour sur moi-même et c'est de l'autodérision. J'ai de l'humour, j'ai envie de rire, j'ai envie que les gens rient avec moi. Voilà, c'est comme ça dans ma vie de tous les jours, donc j'essaye de faire en sorte que ça soit comme ça dans mon travail. Génial. Et dans la pampa, ça se retrouve aussi un petit peu? Et dans la pampa, ça se retrouve, bah, j'espère. Après, je suis pas bien placée parce que autant je vais beaucoup conseiller mes clients sur leur image, Ouais. et cetera. C'est vrai que cette histoire de cordonnier mal chaussé, je Mmh. suis obligée de dire que parfois j'ai besoin qu'on m'aiguille, j'ai Bien besoin de sûr. demander l'avis. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop redondant? Est-ce que je martèle pas les mêmes messages? Est-ce que c'est pas lourd? Est-ce que c'est J'ai besoin qu'on me rassure sur le fait que voilà, que c'est bien. Après, c'est normal, tu lances ta marque. On a toujours besoin Oui. des autres aussi pour savoir, prendre du recul, faire ce fameux pas de côté sur ce qu'on fait, avoir une autre perspective. Mais là, je me retrouve parfois à prendre conseil auprès de gens, alors que moi, je pourrais être payée pour ces conseils-là, en fait. C'est ça qui est Mmh. fou. Mais bon, c'est comme ça. Et alors, tu disais que toi, tu es une provinciale de l'Oise, Ouais. mais alors, tu dirais que tu viens d'où de façon plus large? Comment tu as grandi? Avec quelles valeurs? Ah Quel bah, dans la forêt. environnement? J'ai grandi dans la forêt, mais oui, J'adore. j'ai grandi vraiment dans un petit village où il y a même pas de boulangerie. Alors, oui, c'est la campagne, madame. J'ai grandi là-bas et c'est génial quand on est petit parce qu'on fait du vélo, on a les mains dans la terre, on pêche, Mmh. on fait du cheval, voilà. Après, moi, j'ai toujours eu envie de grandes villes et je suis vraiment un rat des villes plus qu'un rat des champs. C'est-à-dire que j'aime, avoir le murmure des cafés, j'aime, me dire que je peux aller au cinéma à tout instant, aller dîner. Alors je le fais moins, j'ai 3 enfants, mais j'aime me dire qu'il y a de la vie autour de moi. Et je m'en suis aperçue parce que, par exemple, dans mes recherches d'appart, j'ai toujours détesté les apparts sur cour, que je trouve silencieux et glauques, même si la cour est jolie. J'ai besoin d'ouvrir ma fenêtre et de voir la vie, autour de moi. OK, et tes enfants, ils ont quel âge? Et mes enfants ont 16, 14 et 4. Waouh! Eh oui. Oui, 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 oui. C'est la France qui se reproduit. Ouais, je veux dire, différence de génération chez les enfants là. Oui, alors le Donc tu numéro en as au 3. lycée, au collège et à la maternelle, c'est ça? J'ai du lycée, du collège, de la maternelle. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tout C'est à comme fait. moi. C'est vraiment d'ailleurs, si tu veux, le jour où on a fêté les 4 ans de mon fils, on fêtait la première sortie aux planches de mon autre fils. Donc j'étais en goûter pirate et en comment je m'habille ce soir pour aller aux planches. Je dois dire que ce jour-là, j'ai eu un choc. Oui, bah, oui, clairement. Parentalement, c'était assez, voilà, c'est très animé et c'est très difficile parfois. Parce que, bah, on est aussi un couple et qu'en tant que couple, c'est difficile de faire de la place de couple. Quand on Mmh. a des ados et un petit, ça n'arrête jamais. Oui, j'imagine. Parce que les petits, il y a un moment, ils sont couchés. Mais les ados, ils me couchent moi. Et donc, bah ouais, ils m'ont quoi, ils m'ont à l'usure. Je vais me coucher avant eux, en fait. Bon, OK, j'aime bien. Après, en même temps, s'il y en a un qui commence à sortir aux planches, heureusement que tu te couches avant lui. Oui, mais il sort pas le lundi. Et moi, hier, j'étais dans mon lit à 9h15. Oui, madame, je suis épuisée. Épuisé. Épuisée. Je suis épuisée. Je Mais alors qu'est-ce qui t'épuise comme ça? Qu'est-ce qui m'épuise? Eh bien, bah, mon travail, l'air de rien, c'est aussi de rencontrer beaucoup de gens, donc j'enchaîne beaucoup de déplacements dans la journée, de rendez-vous et comme, je sais pas faire les choses à moitié, c'est pas du small talk, j'aime vraiment rencontrer les gens, donc on se parle, comme je te disais, j'aime, les faire rire et j'aime, je suis toujours, vraiment là. Et je donne de ma personne et comme je suis aussi dans un métier d'image, ben, je me pointe pas en jogging, les cheveux gras. Donc en fait, ça demande de soi d'être toujours présentable et
bah, d'être pleinement là, en fait. Je vais pas juste assister à des réunions les bras ballants. Je me Ouais. vends aussi quelque part parce que je vends mon énergie, je vends mes idées, je vends mon humour, je vends c'est c'est moi que je vends. Donc il faut que moi je sois bien parce que si je veux donner envie aux gens de travailler avec moi, bah, il faut que ça soit sexy. Il faut que ça donne envie et donc quand je rentre le soir, je suis exténuée. Donc j'ai décidé de faire moins de rendez-vous pour être un peu moins exténuée parce que si j'ai besoin de ce temps chez moi où je vais écrire, avoir besoin d'être créative, dessiner, et puis j'ai aussi 3 enfants qui ont besoin de moi. Donc si j'éteins mon ordi à 8 heures et que je suis, hors service, bah, je peux le faire de temps en temps, mais c'est pas chouette, c'est pas ça va pas sur la durée. Donc tu dessines aussi? Et beh, j'ai dû m'y mettre parce que maintenant j'ai un atelier. Alors je peux pas être créatrice de mode comme ça et d'arriver, en disant, donc je me suis mise à dessiner. Bon, je me fais comprendre, hein, c'est pas Karl Lagerfeld, mais je me suis mise à dessiner, ouais, je me suis mise à dessiner. Donc alors, tu viens de la forêt, la jolie biche qui arrive en ville et qui s'adapte à son environnement Mmh. et qui fait un pas de côté quand l'environnement devient, moins friendly, j'ai envie de dire. Depuis, le monde du journalisme et du freelance à la création de contenu, puis, à la création de ta marque. Je Ouais. vois que quelque part, là, en tout cas dans ton parcours professionnel, après personnel, bon, quand on vient de la campagne, souvent, les études nous emmènent à la ville, heu, pour, Oui, mais attention, j'aurais pu aller à Amiens. mmh mh. En tant que de l'Oise, je dépendais de l'académie d'Amiens. Il a toujours été sûr que j'irais à Paris. Il y avait pas d'Amiens, il y avait pas de Lille, c'était Paris parce que moi je voulais travailler dans la mode et il y avait Ouais, pas d'alternative possible. bah, oui, évidemment. Donc j'avais pas une vocation de médecin ou d'avocate, mais j'avais une vocation de Paris. C'était très important. Ça représentait quoi pour toi Paris à l'époque? Ça représentait les possibilités que l'on n'a pas à la campagne, de pouvoir sortir de chez soi, de voir des gens, de rencontrer des gens et puis d'aller au cinéma c'était, travailler dans la mode, c'était Tu parles bon, beaucoup de cinéma. j'adore le cinéma et c'est, encore aujourd'hui quand j'ai un moment de libre, l'après-midi, parce que parfois, j'attends des réponses, de mes clients sur des projets que j'ai Bien sûr. envoyés. J'avais prévu du temps et puis ce temps-là n'est plus alloué à rien. Mmh. Ah, évidemment, je pourrais toujours m'avancer sur quelque chose, mais il m'arrive parfois de faire l'école buissonnière et je vais avec un petit seau de popcorn au cinéma vers une séance de 14-15 heures. Il y a que Mmh. moi et des cartes vermeilles, c'est une merveille et c'est extraordinaire. Je trouve que c'est une déconnexion, voilà, c'est 2 heures où on est emporté par une histoire qui n'est pas la sienne, qui fait, rêver, réfléchir, j'adore ça. Mmh. Et parfois, je vais voir des merdes, hein, mais Ça te je sais détend pas. aussi? Ouais, tu vois, c'est hyper gai et puis il y a vraiment cette histoire d'école buissonnière où les gens sont dans leur bureau et puis moi, je suis au cinéma en train de manger mes trucs, j'adore ça. Tu le faisais quand tu étais étudiante ou pas ça, à l'école buissonnière? Ah non, 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 j'étais très sérieuse. J'allais à l'école, non, non, Tu en avais envie quelque part ou pas? d'aller à l'école? Non, de faire l'école buissonnière? Non, parce que je voulais partir de chez moi, heu, il y avait un plan, en fait. Je voulais quitter et chez moi et la campagne. Il fallait aller à Paris et pour aller à Paris, il fallait que je sois sérieuse pour que mes parents me fassent confiance et me mettent dans un appart, enfin un Mmh. studio et il y avait ce côté, hyper raisonnable de: «Faut que ça déroule parce que j'ai un plan». Ouais, donc fallait que tu fasses tes preuves en tant que jeune adulte pour pouvoir y aller auprès de tes parents quelque part, qu'ils te fassent Exactement confiance en tes et compétences et ta responsabilité envers toi-même. voilà, surtout que, il y avait plus grand monde chez moi à l'époque puisque mes parents avaient divorcé, ma mère était pas là, mon père était pas là. Donc j'étais quand même très livrée à moi-même et si je n'allais pas à l'école, je n'allais pas à l'école. Mais j'y allais.
Alors les psys diront que justement, quand il y a pas de filet, souvent les enfants filent droit, T'en dis quoi? et ben, j'en dis qu'effectivement, j'ai été responsable très fort, très tôt, heu, parce que je savais qu'il y avait pas le choix, en fait. Bah, c'est ça. Je ne pouvais pas me permettre de faire un pas de côté. Tu les as fait plus tard? Tu notes cette boucle, hein? Ah, Allez. allez, voilà. Eh oui, Audrey Pau, storytelling, pour vous servir. Les mots, c'est un métier. J'adore. Est-ce que j'ai fait un pas de côté? Oui, oui, bah, bien sûr, parce que comme j'étais très sérieuse, il y a un moment où il a fallu que la cocotte minute, exulte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te donnes la permission de ça? Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors là, j'étais seule à Paris Ouais. et je ne menais pas la vie de quelqu'un de mon âge. C'est-à-dire que j'avais 17 ans et je ne côtoyais que des gens de 25 ans et plus. Je passais mes soirées en boîte de nuit. Heu J'avais pas d'amis de l'école, quoi. Donc en fait, je vivais une vie de grand, sauf que moi, fallait que je passe mon bac. Tu Bon, aux planches ou pas? ah non, non madame, les planches, c'était pour les ados. Moi, j'allais au Queen. Moi, j'allais au Queen et aux bains-douches. Oui, tout à fait. Est-ce que Ah tu bah, allais au Queen le lundi soir? bien sûr, j'allais au Queen le lundi, au bus le mardi, aux bains-douches le mercredi. Le jeudi, j'allais au cabaret. Le vendredi, je sais plus, je crois que et puis voilà et c'était reparti. Ah si, c'était quelque chose. Un sacré planning. C'était un sacré planning et en même temps, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit que c'était pas mal de péter les plombs de 17 à 19 plutôt qu'à 40 ans. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, quand je sens que j'ai des copines qui sont border pétage de plomb, déjà, ça me fait rire parce que je les juge pas d'un point de vue moral, mais je suis contente, de pas avoir cette tentation, maintenant. Tu as déjà vécu. J'ai déjà vécu et j'ai l'impression, d'avoir eu plusieurs vies. Alors que quand je raconte ça et que les gens savent que je suis avec la même personne depuis 25 ans, ça les fait hurler de rire parce qu'ils ont l'impression qu'on m'a pris au couvent. Bah, heu, C'est quoi ces mais différentes non, vies? il y avait un feu sous la glace. Mmh. C'est Qui est quoi? Bah, toujours là, c'était hein? On le sent le feu, hein. cette vie, c'était tout ce que je m'étais pas permis. C'était pas d'horaire, pas de réveil, pas de c'était une vie sans filet, c'était de passer, d'un groupe à l'autre, de ne pas dormir la nuit, de dormir le jour, de ne plus avoir d'horaire de repas, de voir des gens, qui se droguaient, c'était une vie, un peu de débauche. Rock and roll. Hyper rock'n'roll. Bon, ça a pas duré 10 ans, hein, C'est quoi la vie rock and roll finalement? et ben, je vais te dire, je l'ai écrit dans une, newsletter parce que j'ai une newsletter qui est ma petite récréation. Une vie rock'n'roll, je pense que c'est même punk, c'est de rester avec, le même homme toute une vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rock'n'roll. Mmh. En quoi? Bah, parce que, regardons autour de nous, il y a tellement de gens qui se séparent, et je les juge pas. Mmh. Encore une fois, je les juge pas. Je trouve qu'il y a rien de pire que de rester pour les enfants, pour le fric, pour je sais pas quelle mauvaise raison. Mais tellement de gens se réveillent un matin et se disent: «Oh relou, flemme, boring». Bah, ouais, 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 relou, flemme, boring, mais est-ce que justement c'est pas ça le sel de la vie, de relever ce défi-là en fait, et de créer une vie, de compagnonnage, de companionship? Je sais pas comment on dit? Une vie, parce qu'en fait une vie à 2, attention, hein, il y a des hauts et des bas et des jours où on pourrait se buter, mais c'est quand même hyper sympa. De grandir ensemble, de partager, de non, je sais pas.
Je suis d'accord, mais c'est tout un travail. C'est tout Mais c'est rock parce que c'est finalement, aujourd'hui, tout nous pousse dans la société à nous séparer. La tentation, la facilité, les réseaux sociaux, ça se chine à droite, à gauche, je le vois bien. Aujourd'hui, les gens, ils se draguent, sur LinkedIn, sur Insta, sur Tinder, sur machin. C'est facile de se mmh, tromper et c'est facile de partir. Le divorce a jamais été rendu aussi facile administrativement. C'est plus facile que jamais de tromper son conjoint, bon après ils se font tous choper, mais malgré tout, bah, quand on fait quelque chose qui est à rebours d'une espèce de tendance, je me dis que c'est ça ce qu'il y a de rock. C'est c'est la vrai. contre-culture, voilà. Finalement, rester marié et fidèle, j'espère que mon mari nous écoute et que lui-même partage cette conviction. Bah, c'est ça en fait, c'est d'aller à l'encontre du pas du collectif, mais de la masse, du C'est encore un pas de côté pour toi, quelque part, par rapport à ton environnement? bah, limite, ouais. Ouais. Ce que tu disais, donc moi je voyais au niveau professionnel les pas de côté que tu as pu faire, justement pour sortir ton épingle du jeu. Alors attention, Et c'est des pas de côté aussi, je n'ai pas une âme d'aventurière, je m'adapte. Quand je vois que le bateau coule, je vais pas m'accrocher à la guitare du Titanic, quoi. Il y a un moment où je me dis: «Bon, ma vieille, trouve une solution». Donc c'est ça qui t'a permis justement de vivre tes différentes vies, professionnelle? Ah tout mais court? oui, bah, certainement parce que moi je rêvais d'être, rédactrice en chef de Vogue quand j'étais jeune, donc je me serais accrochée à ça jusqu'au bout et après j'ai aussi bien compris que peut-être je n'avais pas cette endurance politique, pour y arriver. Soyons honnêtes. C'est quoi l'endurance politique? Et ben, c'est la vie, dans une société, enfin une société et une compagnie, Mmh. avec les coups à prendre, les coups de travers, les croche-pieds, en fait, moi, j'ai vite compris que j'étais pas faite pour ce monde-là. Mmh. Donc la différence entre, fantasme et réalité, quoi. Ton fantasme ne collait pas à tes fondements à toi, Bah, quelque part. je sais pas pourquoi, mais dans la mode, j'ai toujours trouvé que collectivement, les femmes étaient épouvantables. Mmh. Individuellement, on peut se dire: «Ouais, elle est sympa», déjeuner, trouver que c'est quelqu'un d'intéressant, qui a des valeurs et tout et collectivement, j'ai souvent trouvé que je me suis retrouvée face à des femmes qui étaient épouvantables, mais vraiment, toxiques. Tu aurais des exemples? Sans Bah, citer de nom, hein? non, non, bon, globalement, j'ai trouvé que dans toutes les rédactions où j'avais travaillé, les gens étaient pas sympas. Mmh. Individuellement, si, mais mis bout à bout, en fait, ils se sentent vite menacés. C'est vite une histoire de garder ses privilèges. J'ai trouvé qu'il y avait pas de sororité, que, Ouais. après moi, j'ai certainement un tempérament qui fait que, je parle beaucoup et je dis ce que je pense et je pense que c'est pas quelque chose qui a aidé aussi peut-être à me faire une place. Je pense que il vaut mieux être très, très low profile et Ouais, après ta spontanéité, alors, n'était pas bien acceptée? je pense qu'en amitié, ça marche bien, Mmh. mais dans des bureaux, à forte hiérarchie avec des luttes de pouvoir, non, ça plaît pas et j'ai écrit un Je livre comprends. dessus, c'était le sujet du roman que j'ai écrit en 2018. Alors j'en fais pas la pub ici parce qu'il est plus à vendre, mais c'était le sujet et ça m'a tellement habité que j'en ai fait un livre. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Raymonde et Raymonde, c'était, une anthologie des femmes toxiques de ma vie, OK. tant, sur un plan personnel que professionnel et en fait, la réflexion derrière ce livre, enfin, c'est pas un essai, mais moi, je l'ai vécu comme tel dans l'écriture, c'était: «Est-ce que finalement, je les attire par une faille, disons, une faille,
une faille liée à l'enfance, liée à une sensibilité, un manque d'amour, un manque de reconnaissance. Est-ce que je les attire ou est-ce que moi je vais les chercher Mmh. parce que je cherche en elles, quelque chose que j'aurais pu connaître jeune, qui était toxique? Elle est transcendée finalement cette histoire-là. Et j'ai pas de réponse. C'est compliqué. J'ai pas de réponse. D'ailleurs, à la fin du livre, voilà, il y a une piste de réflexion, mais il y a pas une réponse ferme. Et c'est encore quelque chose qui m'habite beaucoup. Je me demande, c'est un peu comme les femmes qui ont des profils de mecs qui sont toujours des mecs un peu, des bad boys qui vont les maltraiter. Pourquoi elles y retournent? Parce qu'elles ont besoin de se confronter inlassablement à l'échec. Est-ce qu'elles pensent qu'elles vont le changer celui-là? Mmh. J'ai pas de réponse, mais force est de constater qu'on a tous des schémas, qui sont, difficiles parfois à gérer, tant en amitié qu'en amour, que dans ses relations, personnelles avec les gens. Il y a Que des ce filles schéma-là, est-ce que la boucle continue à se répéter ou ça eh s'est bien juste non, arrêté? parce que je me suis réfugiée dans le freelance et le freelance, les gars, le freelance, c'est la vie. Le freelance, c'est la vie parce que le freelance, quand on a mon profil, c'est-à-dire de Ouais. bon élève malgré tout, qui a été pas élevé parce que c'est pas mes parents qui m'ont donné ça, c'est moi qui l'ai développé seule dans un instinct de survie. Donc de me lever le matin pour travailler parce que j'ai le goût du travail pas bien fait et je ne veux pas décevoir les gens. Mmh. Ça marche bien parce que je suis très autodisciplinée. Mais à côté de ça, je me suis déchargée de toute pression hiérarchique inutile, parce qu'à vrai dire, quand on a quelqu'un de toxique au-dessus de soi et qu'on se colle déjà la rate au courbouillon parce qu'on veut être aimé et délivrer quelque chose de bien, bah, C'est too much. une implosion, enfin. Bien sûr, bien sûr, il y a une pression, Et je pense qu'il qu'il y a faut ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, dans ce cas-là. Après, j'avoue, c'est un super luxe de pouvoir le faire parce que justement, j'ai cette stabilité familiale qui fait que lui, mon mari, il gagne bien sa vie et qu'en plus, il est salarié. Donc, ça permet de vivre la vie de troubadour à côté. Lui, il est dans quel domaine? Lui, il est dans la finance. Donc, OK. il est. Et en plus, il est hyper fort, je le vois dans ces entreprises où parfois, il faut pas croire, les hommes sont aussi durs entre eux, parce que c'est quand même des milieux très masculins. Mmh. Et je suis, épatée par sa résilience, aux coups bas, aux déceptions, mais lui, il est de ce bois-là, donc lui, ça va, c'est moi, je suis anéantie sous Xanax, je perds 3 kilogrammes, faut appeler une ambulance, je c'est l'extrême onction, quoi, je le vis hyper mal, hein, Faut vous compléter bien. il paraît. J'avais fait une thérapie et j'avais été fascinée parce que ma psy m'avait dit: «Vous savez, on ne trouve pas les gens, on ne choisit pas les gens par hasard». Mais sur le coup, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore?» Et après je me suis retournée, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, si on sait entendre, écouter, regarder et qu'on sonde un peu son cœur, on choisit pas les gens par hasard». C'est assez fascinant de voir ce qui se passe de façon inconsciente lors d'une rencontre. Et oui, et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai cette loyauté de cœur de me dire, dans les moments où ça a pu être difficile: «OK, mais on change pas d'avis, comme ça». On peut pas, il faut être loyal, il faut être, on peut pas un jour aimer le bleu et un jour aimer le noir. Là, on peut aimer le bleu, le noir, mais quand même être fidèle au bleu. On voit la modeuse. D'ailleurs, je porte pas de noir, hein. Allez hop! Jamais? Non. Non, parce que j'ai décidé que le noir, c'était quand même beaucoup plus, dur au teint et je trouve que le bleu marine, c'est plus chic. Donc avant, je portais beaucoup de noir. J'étais tout le temps, une veuve sicilienne et ça m'a pris comme ça et je me suis dit: «En fait, ce que tu veux en noir, bah, tu l'achètes en bleu marine». Et voilà.
Et en vrai, bon, à part les chaussures, bien sûr, mais et en vrai, je trouve que tout est toujours plus joli en bleu qu'en noir. Sur toi, en tout cas, ou sur tout le monde? Sur tout le monde. Ouais? Après, je Tu peux trouver bannirais le noir alors? Que dirait Karl Lagerfeld? bah, je trouve que ça peut être très joli sur une blonde, mais c'est vrai qu'en règle générale, je préfère le bleu marine. Mais quitte à avoir un bleu marine très, très, très foncé, hein. Ouais, ouais, Et je sais intéressant. pas, c'est la couleur du deuil, enfin, ouais, moi, je suis très couleur. OK. Donc alors, j'ai toujours pas, vu les différentes vies dont tu parles. Ah, beh, parce qu'il y en a qu'une. C'est juste, Ah! c'est la même vie, mais il y a des passages. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai eu donc chaque enfant, c'est quand même un peu un nouveau chapitre. Chaque, nouveau job ou nouvelle transformation, c'est un peu, un nouveau chapitre. C'est comme un livre, mais avec des rebondissements. OK, et en fait, toi, j'ai l'impression que tu as cette, faculté d'adaptation, Oui, alors attention, vraiment. c'était contre ma nature à la base, parce que moi, Ah je ouais? je suis née sous le signe du Taureau, donc j'aime la stabilité. En Ouais, plus, je suis un Taureau qu'on a déraciné. Le Taureau n'aime pas être déraciné. J'ai dû déménager beaucoup, ma famille a éclaté, hem, enfin ma famille, de naissance, mes parents ont divorcé 3 fois chacun. Heu, J'étais un Taureau un peu, challengé, quoi. mmh, Je plaisante sur le Taureau parce que je trouve que quand même il y a beaucoup de concordance sur les tempéraments, avec les signes. Je trouve ça assez fascinant. Et donc, j'ai pas du tout aimé, le changement pendant très, très longtemps. Le changement me mettait en danger, il me déstabilisait. En plus, avec mon mec, on a déménagé énormément pour le travail, aussi. Ouais. pour des achats, immobiliers, on a changé de pays, on a ch et donc je me disais: «Mais c'est pas possible, ça ne va jamais s'arrêter». Mmh. Et donc j'ai dû faire, ma paix avec ça. Et aujourd'hui, déjà, je suis beaucoup moins matérialiste qu'avant, parce qu'avant le matériel, bah, c'était un peu ce à quoi je pouvais me raccrocher puisque très vite, j'avais plus de chambre d'enfant, très vite, j'avais plus de tout ça. Donc c'était la possession, c'était ce qu'il y avait autour de moi. C'était pas forcément des trucs chers, hein, mais j'étais, attachée à mes CD, j'étais attachée, à mes CD, c'était les disques à l'époque qu'on mettait dans des. J'étais attachée, je sais pas, aux plus petites choses. Et en fait, la vie a fait qu'à force de déménager, de machin, de trucs, il a fallu que je m'allège. Et Ouais. cet allègement de la vie matérielle est arrivé en même temps que des naissances, plus de longues années de thérapie. Et en fait, je pense que ça s'est fait sans même y réfléchir, mais j'y ai réfléchi il y a pas longtemps et je me suis dit: «Bah, en fait, aujourd'hui, mes attaches, elles sont immatérielles. C'est-à-dire que mon foyer, c'est mon mari et mes enfants, peu importe où on habitera. Et donc, mes racines, eh ben, c'est comme une plante qu'on peut déterrer et repoter, rempoter, ailleurs. En l'occurrence, Sarah Matuel. Voilà, mais mon Mais ça mari, pourrait être ailleurs. ça pourrait être ailleurs. Mes amis, ma sœur, tout ça, c'est ça peut partir avec moi, c'est immatériel, en fait. Mmh. Enfin, ils vont pas aller à Rio si je vais vivre à Rio, mais dans le fond, c'est ça les racines, C'est les liens. c'est les liens. C'est ça qui est le plus fondamental enfin, qui est fondamental chez toi, le lien. Bah, j'adore ma maison, mais ma maison, comme dit mon mec, elle appartient à la banque. Donc quand il veut être sûr que je m'attache pas trop, il me dit: «Rappelle-toi qu'elle appartient au LCL». Donc voilà, aujourd'hui, ma marque, c'est la Pampa, mais peut-être qu'un jour, bah, on vendra cette maison et ça deviendra, la Pampou, je sais pas. Il faudra s'adapter. Ah ouais, il faut. OK.
encore une fois. Donc cette adaptation que tu as appris sur le tard, en fait. Ah ouais, et qui était contre-intuitive, mais vraiment C'est ça ton pas de côté, contre-intuitive. en fait. Je pense que c'est ça et ça a été ma C'est plus ça. grande mise en danger, ça a été oser, le pas de côté à chaque fois. Ouais. Et pourtant, la façon dont tu en parles depuis tout à l'heure, ça semble hyper fluide et naturel. Bah, je suis plus un perdreau de l'année. J'ai roulé ma bosse. Encore une fois, j'ai fait 15 ans de thérapie, j'ai donc c'est 15 ans de thérapie, c'est des séances chez le psy, plus un travail introspectif quand on rentre de chez la psy. Quand on se couche, il y a le cerveau qui fait son petit bout de chemin aussi, il y a les conversations qu'on a avec les amis, il y a les épiphanies qu'on va avoir tout à coup en touillant des pattes et en se disant: «Ah ouais, c'est ça en fait. Ah ouais, OK, note pour plus tard, redire à ma psy que j'ai compris le point, c'est mais Dieu merci, quel investissement, temps et argent! Heureusement que ça marche!» Ça oui, ça amène vers la liberté, l'autonomie. Ah, ça c'est ce que je dis, moi je suis une pub pour la psychothérapie, sinon j'aurais été quelqu'un de très, très, très malheureux. Mmh. Et je trouve que c'est un cadeau qu'on fait aux autres, à son entourage, à ses enfants, à son mari, à ses potes, à ses parents. Mes Aussi. parents, je sais pas. Ah! Pardon. Ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, un autre sujet. OK. Et s'il y a des personnes, tu vois, qui nous écoutent et Ouais, qui se retrouvent dans, finalement, cette question de devoir s'adapter, tu vois? ouais. Et que c'est contre nature, tu aurais quoi comme recommandation à leur faire par rapport à ta propre expérience? Bah, de courir chez le premier psy, du quartier. Non, parce qu'en fait, ce que je vais dire n'aura aucune importance parce que je pense que c'est un travail qui se fait, sur la durée. Je Bien pense sûr, pas qu'il y a pas de quick fix pour ce genre de situation. Parce que s'adapter, déjà, c'est quoi? C'est la survie de l'espèce. Donc, on est adaptable, mais pas tous, de la même façon. ouais, Et il y a des cerveaux qui vont être plus ou moins plastiques, à prendre à digérer les informations et à rebondir. Et après il y a des situations où on n'a pas le choix, hein, donc là, on y mais va et puis c'est tout. on y va et puis c'est tout. Et aussi mon gros chemin, de vie, moi, et ça a été un travail sur l'anxiété. Parce Ouais, que du coup, comme j'étais, cette enfant très responsable et cetera, j'ai développé un trouble anxieux que je me suis détecté là, hyper tard. J'ai vécu OK. avec cette horreur pensant que c'était naturel et que c'était ce qu'on appelait communément le stress. Non, Mmh. le stress et le trouble anxieux, c'est la même différence qu'entre un mal de tête et une migraine, vraiment. Et pourquoi je parle de ce trouble anxieux? Parce que justement, ça fait partie des capacités d'adaptation. J'avais l'impression qu'en envisageant le pire, je me préparais à tout et que donc, j'étais prête à, choisir le chemin, mais en fait, à se préparer au pire. On vit le pire en permanence puisqu'on envoie, enfin, c'est pas à toi que je vais expliquer ça, mais on envoie à son cerveau des signaux du pire en permanence. Donc j'étais partie dans une spirale, mais d'une anxiété, qui que par ailleurs la joie ne non, une anxiété qui ne masquait pas la joie parce que je restais malgré tout joyeuse. Parce que l'anxiété n'est pas de la dépression, hein, ça a rien à voir. C'est pour ça que c'était difficilement, diagnosticable, en quelque sorte. Et il y a aussi cette capacité aussi à porter parfois un masque devant les autres pour pas le montrer. C'est une façon de se protéger. C'est une façon de se protéger. Après, moi, je suis un peu un livre ouvert, malheureusement, ça aussi, c'est pas une bonne chose pour, l'entreprise. C'est-à-dire que quand je suis pas contente, triste ou stressée, généralement, ça se Ça se voit. voit. Non, je sais pas, mais alors, cette lutte pour l'anxiété, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Beh, j'en parle très facilement parce que je me dis que si je peux aider des gens,
j'aurais adoré que quelqu'un parle de ça sur mon chemin. Je Et pense que c'est pour ça que tu en parles, parce que je te demandais justement les recommandations que tu aurais. oui, mais ça La n'a rien à première voir avec chose, la ça a choucroute. été non, bien sûr, mais finalement, c'est quoi? C'est aller voir un psy. Si vous devez vous adapter et que vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a peut-être un trouble anxieux derrière. Mais en tout cas, c'est ce qui était là. Ah, Et voilà, donc, aller voilà, voilà. travailler dessus ou bien aller voir un psy pour aller faire émerger des choses qui semblent évidentes, mais que vous ne voyez pas. Ouais. Parce Et que aussi justement, parce il y a que cette capacité à aussi être joyeux. C'est pas parce qu'on est triste qu'on peut pas être joyeux aussi. C'est pas parce qu'on est exactement. anxieux Ah qu'on oui. peut vivre les 2 en même temps. Alors moi, je pensais que j'allais bien Mmh. et parce que j'étais, justement, je suis quelqu'un d'assez souriant et j'essaye, comme je disais, d'être, joyeux et de mettre de l'enthousiasme et cetera. Mais malgré tout, je voyais bien qu'intérieurement, j'étais une boule d'anxiété Bah, c'est ça. et je pensais pas, donc en fait, je continue si ça peut aider les gens. Les trucs au CBD ont commencé à pousser comme des champignons dans Paris et donc j'ai commencé à acheter des gummies Mmh. et puis après j'ai acheté des gouttes et ça marchait pas assez, donc je m'envoyais des gouttes, mais j'avais l'impression de qu'on me faisait mâcher de la skunk et j'ai bien vu qu'à part me donner envie de vomir, ça n'arrangeait pas et en fait, bah, j'ai fini chez un psychiatre où j'ai totalement rendu les armes pour lui dire: «Voilà, heu, non, ça s'est même pas passé comme ça». J'ai fini chez un psychiatre, souriante et hyper gaie, pour lui raconter que je pensais avoir un trouble anxieux et j'ai bien vu qu'il était limite: «Bon, merci madame, à bientôt, on se rappelle». Un genre et là, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit: «Ah non, ah non, lui, il faut Ouais, qu'il me c'est croie. pas me lâchez pas, quoi. Ah ne me lâchez pas. OK, j'ai l'air souriante comme ça, mais ah non, 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 vous, Mais vous pouvez». c'est mon masque social Ça qui me devait être ça permet de créer du lien. et du coup, Mmh. il m'a pas mal testée parce que Dieu merci, il y a des médecins qui sont quand même encore regardants sur ce qu'ils prescrivent et j'ai appris qu'il existait des traitements de fond pour les anxieux comme moi et franchement, ça a changé ma vie. Donc oui, pour être tout à fait honnête aussi, peut-être que tous ces changements, je le prends bien. Enfin bon, j'avais déjà pas mal changé avant de voix et tout, parce que je prends un traitement de fond, pour l'anxiété et franchement, c'est je suis pro médicaments, hein, donc je fais les Et vaccins, ça je te prends les ouais. médicaments qu'on me demande, il y a des péridurales, oui, bien sûr, je pense que j'aime ce côté: «Un problème, une solution». Donc Mmh. je vois Et pas ça te permet pourquoi de fonctionner au quotidien. mais oui, parce que j'ai un fils qui a un trouble de l'attention et Ouais. j'ai beaucoup parlé à des parents, des mères qui me demandaient: «Alors le traitement, j'ose pas, je veux pas, machin». Je dis: «Mais pourquoi? Il a un problème, on a une solution». «Oui, mais ce côté drogue et tout». Je dis: «Ben non, en fait, parce que s'il y a une défaillance et qu'on lui donne ça, ça le remet au niveau, donc ça n'a pas un effet toxique ou de drogue». Et ben, le traitement pour l'anxiété, c'est pareil. Si on en a besoin, ça va pas shooter, ça va pas déconnecter, on va pas ne pas ressentir les choses, on va juste arrêter de se faire, un sandwich avec ses organes, ou un wrap. Au choix. Ouais, non, mais c'est juste, ça n'a pas de sens et je trouve que nous, les Mmh. femmes bon, après les hommes, ils soignent pas, c'est encore pire. Mais nous, les femmes, on a cette capacité à souffrir, à vouloir que ça soit dur, pas à vouloir, mais à accepter qu'on doit avoir mal, que ça peut être douloureux et que c'est normal. Ben, non. Moi, je trouve que si on a des solutions, il faut s'en servir. Très bien. Eh bien, ce podcast était Bon éthique. sponsorisé par, la psychiatrie de Paris. Non, mais tu vois, c'est un point de vue. Après, bien sûr que je pourrais venir débattre, mais c'est pas le lieu.
Attention, et je trouve ça j'avais hyper fait de intéressant d'avoir les l'acupuncture, différents points de de la sophrologie, de l'auriculothérapie, de l'hypnose, 15 ans de psychothérapie, des vaudous, des machins. J'avais tout fait. Je dis pas que la pharmacopée est une réponse à tout et qu'il faut qu'elle soit immédiate, mais il y a un moment, quand on a fait tout et que c'est juste une histoire de chimie, on peut pas lutter. Enfin, bien sûr, bien sûr. Et c'est une belle expérience que tu es en train d'exprimer. On voit ah, à quel point ça t'apporte et c'est ça, en fait, qui est intéressant. ben, mais franchement, je savais pas. Je ne savais pas. Mmh. Comment tu arrivé chez lui? Chez ce psychiatre? Parce que j'ai été le jour où je me suis mis trop de gouttes de CBD, alors, j'ai failli vomir 4 fois dans la salle de bain et après je me suis dit: «OK, ça ne peut plus continuer comme ça» et donc je suis allée sur Google et j'ai googlé anxiété, angoisse, différence anxiété, angoisse, définition de l'un, définition de l'autre et je me suis dit: «OK, donc moi je suis plutôt anxiété». Anxiété et là je vois comment régler l'anxiété, comment soigner l'anxiété, comment machin. Mmh. Et je vois que dans la je suis assez nulle en médoc, mais que dans la grande famille, des antidépresseurs, certains peuvent être utilisés à faible dose sur, ça qui Mmh. a un nom et qui s'appelle pas: «Je suis stressée en ce moment», qui s'appelle: «Je vis avec un trouble anxieux depuis 25 ans et je n'en peux plus». Tout simplement. Tu vois? Non mais Et c'est là que tu as pris rendez-vous? et j'ai été voir une copine qui, elle avait fait, je crois une dépression et qui m'avait parlé d'un psychiatre bien Ouais. et voilà et de fil en aiguille, je suis arrivée chez un homme Mmh. formidable, hem, qui m'a pas balancé l'ordonnance comme ça, hein. Il a voulu voir de quel bois j'étais faite, avant. Il a bien fait sa consultation. Il a bien fait son travail et Ouais. ça fait des années maintenant que je le vois, ça fait 3 4 ans et je le vois très peu parce que son travail, c'est pas de checker toutes les semaines, Bien heu, sûr. elle m'a dit ça. Mais c'est de savoir si je respire bien, si j'ai une boule Mmh. dans le ventre, si j'ai pas d'effets secondaires, si on arrête, si on diminue. Très bien. Pour une fois qu'on a une jolie expérience chez le psychiatre, merci. Ah oui, c'est vrai? Ah bah, oui, OK. Merci. Bah, par rapport à l'imaginaire qu'on peut avoir, les mauvaises expériences qui peuvent être données, il y a aussi des bonnes expériences, heureusement, qui sont essentielles. Et en effet, moi, dans ma consultation, quand je vois qu'il y a des des éléments comme ça qui viennent handicaper le quotidien, j'invite évidemment à aller voir le psychiatre parce que, sans cette ordonnance-là, on ne peut pas avancer. C'est évident. Ouais. Après, au-delà de ça, intellectuellement, je trouve ça passionnant. J'aime qu'il me raconte ce que fait la pharmacopée dans mon cerveau. Mmh. J'aime qu'il me raconte, là, je lis un roman passionnant en ce moment qui s'appelle, Mon vrai nom est Elisabeth, qui a beaucoup de succès et qui parle, je ne sais pas si tu l'as lu, des horreurs de la lobotomie, dans les années 40-50. Et OK. quand je vais voir mon psy, je lui dis: «Oh, je lis ça, vous l'avez lu, la lobotomie?» Alors je lui parle de mes recherches sur le sujet et lui me raconte un peu et tout et j'adore quand on échange sur cette discipline qui est quand même, enfin c'est fascinant quoi, c'est et puis au-delà de ça, j'ai un fils qui est TDA, donc j'avais aussi pas mal fait de recherches pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Comment on peut l'aider? Ce que fait la Ouais, chimie sur ses cerveaux? Pourquoi? Parce qu'attention, hein, le TDA, on en parle là comme ça, mais c'est très compliqué à gérer. C'est 360 degrés de la vie d'une personne. C'est pas juste: «Oui, je j'ai oublié de mettre un cahier dans mon cartable». Non, c'est des relations compliquées, c'est, une opposition à tout, c'est la flemme de tout, c'est bon bref, je un autre comprends sujet. pourquoi tu t'endors à 21h15. Ah voilà, désolée, on a perdu tout le monde. Ils sont tous désabonnés. C'était ton dernier podcast. Mais non, c'est le podcast, du premier épisode de l'année 2026, attends. Les gens vont se dire: «Oh là là, dépression, quoi, la fille est déprimante». Malgré son sourire.
Ouais. À la Julia Roberts, au passage. I wish. Ah bah, attends. Bon, et ben, on va en arriver au temps de l'exercice. Ah vas-y, Et OK, petit exercice, si tu es d'accord, donc c'est un exercice de visualisation. vas-y. Donc si ça te va, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans ton siège, d'éviter, tout croisement afin de laisser circuler l'énergie librement Ouais, et si c'est OK pour toi de fermer les yeux, de prendre, quelques respirations ventrales et profondes afin de ralentir et puis de te projeter dans un futur idéal dans 5 ans, en 2031. Et dans 5 ans, dans un futur idéal, hein, où tout est possible, zéro contrainte. Où es-tu? tu peux rouvrir les yeux? Tu fais ce que tu veux. Je suis pareil, mais en mieux. Donc j'ai arrêté le temps. Non, je rigole. Non, dans 5 ans, ma marque a explosé. J'ai pu embaucher plein de petites personnes autour de moi pour partager cette aventure à plusieurs, Mmh. et donc me concentrer sur ce qui me fait vraiment plaisir, c'est-à-dire de créer et et voilà, j'ai le même mari, mes enfants ont bien avancé dans le bon sens. Ouais, non, en fait, je ne voudrais pas changer grand-chose. Et Du qu'est-ce que succès. dans 5 ans, dans cet, environnement que tu décris, est-ce que tu saurais, même les yeux ouverts, me dire ce que tu vois autour de toi? Je Où vois, tu es, environnement, alors, situation, toi? dans 5 ans, je me vois dans un autre appartement, donc ça me ferait plaisir pour le coup, Ouais, de ouais. changer Donc tu es dans d'appartement. cet appartement-là? Je suis jamais restée aussi longtemps au même endroit Mmh. et moi qui me plaignais avant de changer tout le temps, comme quoi, j'adorerais parce que je trouve quand même que les lieux et les choses, ça joue sur l'énergie, même si je suis pas une, sorcière, là, j'ai envie d'ouvrir un nouveau chapitre, de décor en tout cas. Et là, justement, dans le décor, qu'est-ce que tu vois? Je sais pas pourquoi là, je vois des plantes partout. Des plantes partout. Il y a une lumière? Ah oui, parce que ça, c'est vraiment une condition, sine qua non de Ouais. l'habitat. Elle est Il faut comment cette lumière? elle est bien, bien jaune. Bien jaune. Est-ce qu'il y a des odeurs? Il y a une odeur de bougie de feu de bois. OK. Et toi, tu es habillée comment? Ah bah, moi, là, je suis habillée dans une de mes robes, qui n'existe pas encore, mais qui pourrait être dans un genre de chiffon un peu, époque, Saint-Laurent des années 70. OK. Et autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai un dernier et donc il sera toujours là dans 5 ans. Donc lui, je le vois, plus grand, avec un de ses copains et puisqu'on pousse la réflexion, je vois mes grands arriver, pour le déjeuner. OK. Et toi, tu fais quoi? Bah, moi, je suis sur une méridienne avec un porte-cigarette à côté de mes plantes. Mais non, mais moi, je suis spectatrice et actrice de ce bonheur. Et à ce moment-là, c'est quoi ton rôle? C'est le lien, entre les frères et sœurs. Et si on regarde encore plus haut, imaginons, ce serait quoi, ta mission de vie? Ma mission de vie, je pense que c'est de transmettre des bonnes valeurs aux enfants. Comment tu te sens là sur ta méridienne, dans cette mission-là? Bah, là, je suis dans un cadre assez idyllique, donc là, je me sens bien. Je vois beaucoup de sourires et beaucoup de joie. Mmh.
Et ça fait comment à l'intérieur de toi? Ça fait comme des petites bulles de champagne. Mmh. Alors, je vais t'inviter à respirer dans ces petites bulles de champagne afin de bien en profiter dans tout ton corps, depuis tes orteils jusqu'au sommet du crâne, de mettre des petites bulles partout, jusqu'au bout des doigts aussi, de bien respirer dans cette sensation. Et puis, quand c'est OK pour toi, de revenir là, dans l'instant. Tu vu, hein, les yeux ouverts, ça m'a pas empêché de d'avoir les images. Non, je m'en fais pas du tout. Comment tu te sens après cette visualisation? Et ben, hyper bien. Je me dis qu'il faut que je trouve une méridienne. Ah bah voilà, J'ai déjà le porte-cigarette. j'adore. Et alors justement, est-ce que ce serait ça, ta petite action à mettre en place ou il y aurait peut-être autre chose à mettre en place pour arriver à cette visualisation qui t'emmène dans cet appartement lumineux, avec cette verdure, cette joie, dans tes enfants et le fait que ta marque, est cartonnée? Si tu devais mettre en place là une action, une vraie bonne action tout de suite, enfin dans les jours, semaines qui viennent, ce serait quoi? Ah ouais, mais c'est comme notre truc de tout à l'heure, il y a pas de truc court-termiste, c'est une série Oui. d'actions sur Beh, c'est ça, mais une première justement, une et première ben bonne action là, avant toutes les autres. ouais, là, on part en Inde avec mes grands et mon mari Ouais. et je suis hyper, contente de ce voyage parce que je me dis que ça va nous sortir d'un climat, familial qui peut être très tendu avec des ados sur: «Tu as fait tes devoirs, tiens-toi bien, réponds pas comme ça, range ta chambre», machin. Mmh. Pour n'avoir que des découvertes, de l'aventure, du plaisir à être ensemble. Enfin, j'espère, hein, si ça se trouve, on va tous finir malades comme des chiens. Mais je voilà, ça, je me dis que ça peut, recréer des souvenirs parce que finalement, le quotidien, bah, on c'est le quotidien, c'est tout le monde. Mais le quotidien, c'est dur pour, le couple et la famille. Mmh. Parce que le quotidien, bah, c'est les emmerdes, c'est les contraintes, et forcément, on a des quotidiens plus ou moins légers et savoureux. Mais malgré tout, on a tous des enfants et des problèmes liés à l'éducation, à notre travail et ça, c'est peu importe le niveau de vie des gens et quand on peut s'extraire un tout petit peu, je trouve ça merveilleux. Mais c'est rare. Mais ça peut aussi être une balade en Vélib dans Paris et rire, voilà, pas besoin d'aller en Inde. En Heureusement. l'occurrence, c'est ce que vous avez prévu et c'est Oui, super. mais je suis très contente parce que ça fait 5 ans qu'on n'a pas voyagé Mmh mh. et justement, je trouve que j'ai hâte et je me dis que c'est encore une pierre vers cette famille que j'espère, proche et voilà, pour longtemps. C'est tout ce que je vous souhaite. Trop bien. Bon, on arrive donc à la fin, de ce On temps n'est plus que partagé. 2, les gens sont partis. Bah, bien sûr. Oh là là, relou, on m'avait prévu un truc ça, la nana nous parle d'anxiété, allez hop, ça dégage. Mais alors, si tu pouvais garder 3 mots de ce temps partagé, ce serait quoi? Ben, force est de constater, sincérité, parce que Ouais. je ne fais pas semblant. Partage, parce que Mmh. quand même, j'ai l'impression d'avoir donné Tout à fait. et Merci. sincérité, partage et quoi? Bah, bienveillance, hein, les gars? J'espère que vous allez être gentils avec moi et qu'on va pas Mmh. recevoir des commentaires genre: «C'est qui cette pouffe?» N'importe quoi. Ah! Oui, on ne sait pas. Avec les internets. Eh bien, merci beaucoup Ah pour, merci. ce moment, et rock'n'roll et posé Rock'n'roll, aussi. on peut le rouler quand même. Ah, c'est dans l'âme que ça se joue, hein? Exactement. Je pense que nos auditeurs l'auront compris. Le rock, c'est ici que ça se passe.
Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Salut.